Bienvenue dans Conservation Journey, le podcast qui laisse la parole aux personnes et aux organisations engagées pour la préservation de la faune et de la flore sauvage. Dans cet épisode, découvre le parcours et le travail de Pamela, la fondatrice de l'association Dauphins de Rangiroa en Polynésie française. Bonne écoute! Yaorana tatou, bonjour à tous. Alors bonsoir peut-être même plutôt parce que j'imagine que la plupart d'entre vous êtes en métropole. Ici, moi je suis donc en Polynésie française, dans un atoll qu'on appelle Rangiroa, qui fait partie des 120 îles de la Polynésie. On est vraiment au cœur de l'océan, on est en plein milieu du Pacifique Sud tropical, à 350 km au nord-est de Tahiti. Et donc c'est le matin, il est 7 heures du matin, on a 12 heures de décalage avec la métropole, là, en heure d'été. Je m'appelle Pamela Carzon, je suis docteure en éthologie et écologie comportementale. Je suis également présidente d'une association qui s'appelle Dauphins de Rangiroa, d'où le fait que je vous ai présenté un petit peu le contexte dans lequel je vis, puisqu'on va vraiment s'intéresser en fait aux dauphins qui vivent autour et notamment au nord de cet atoll. Et j'ai pris contact du coup avec Émilie récemment. On a eu un premier échange toutes les deux. Je lui ai partagé mon parcours un petit peu atypique qui me permet aujourd'hui en fait de vivre une passion que j'ai depuis mon plus jeune âge, travailler avec les dauphins. Alors, voilà, je suis vraiment sortie des sentiers battus depuis le début, hein, donc je vais vous raconter un petit peu tout ça. Et à l'heure actuelle, alors je travaille donc non seulement pour l'asso Dauphins de Rangiroa, mais aussi pour un centre de plongée. J'ai un peu la double casquette ici sur Rangui. Je donne un coup de main à un centre en fait, ce qui me permet aussi de sponsoriser à travers ce centre qui nous aide beaucoup les plongées sous-marines que l'on fait quasiment au quotidien pour aller collecter des données sur les dauphins. Je vais revenir à l'association. Donc, cette asso qui s'appelle Dauphins de Rangiroa, elle a été créée en 2019. Elle n'a pas été créée à partir de rien. C'est pour ça que je vais peut-être vous raconter un petit peu tout mon parcours pour en revenir en fait à aujourd'hui. À la base, alors peut-être comme beaucoup d'entre vous, je ne le sais pas, quand j'étais jeune, j'étais passionnée par les animaux, le monde marin en particulier et les dauphins. Je ne saurais pas dire pourquoi. D'où m'est venue cette passion pour les dauphins. Je sais que ma maman, quand j'étais petite, à l'âge de 6 ans, elle me disait que je dessinais déjà des dauphins. Une fascination pour la mer, pour cet animal, qui m'a fait dire dès mon plus jeune âge que j'allais travailler avec les dauphins. J'allais travailler avec les dauphins, mais pas forcément comme ce qu'on m'avait proposé lors des moments d'orientation quand j'étais au lycée. Tu vas aller travailler comme soigneur dans un parc aquatique. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais vraiment travailler avec les dauphins, mais en milieu naturel, essayer de mieux connaître ces animaux en tant qu'animaux sauvages. Et je ne savais pas du tout comment faire. C'est pas forcément quelque chose de typique, hein, c'est pas le parcours, j'allais dire, le plus classique qui puisse exister. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Dès mon adolescence, en fait, je me suis pas mal investie auprès d'organismes, notamment d'associations, pour me former sur le terrain. J'ai fait beaucoup de bénévolat. Je me suis investie auprès d'une asso qui s'appelle Picardie Nature pour aller faire de la surveillance de phoques en baie de Somme. Je me suis investie aussi auprès, à l'époque, ça s'appelait le groupe d'études des cétacés de Méditerranée. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Miracetti qui travaillait du coup notamment. Alors, je m'étais investie dans le cadre de campagne sur le grand dauphin en Corse. Alors, je vivais en région parisienne, hein. Je suis originaire de région parisienne, du 91, de l'Essonne. Je m'étais impliquée dans des associations qui travaillaient aussi sur les mammifères marins, mais de manière un peu plus abstraite, à travers le numérique, on va dire. Et j'avais créé ma propre association avec des amis qui partageaient ma passion à l'époque, qui s'appelait Nomades des océans, où en gros on diffusait de l'information sur les baleines et les dauphins, et notamment à l'époque c'était un peu les débuts, je pense, en métropole des protestations anti-captivité. Donc on travaillait beaucoup en fait sur la captivité des animaux, essayer de voir comment il était possible d'améliorer en fait le sort des animaux qui vivent en captivité. Ça, c'est quelque chose que je ne fais plus du tout aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai commencé comme ça. Donc après tous ces investissements en fait dans le milieu associatif, bon, j'ai continué des études un peu classiques, hein. J'ai eu un bac en plus qui avait rien à voir. J'ai fait un bac littéraire, j'ai fait des études littéraires au lycée. Bac L, qui me permettait pas forcément en fait d'embrayer sur un cursus scientifique, qui est un peu le cursus, j'allais dire, classique pour pouvoir travailler en biologie marine, bien entendu. Mais j'avais toujours ça en tête. Dans mon entourage, on me disait, mais arrête de rêver, Pamela, travailler sur les dauphins, ça n'existe pas. Essaye de trouver quand même quelque chose de sérieux à faire de ton existence. Comme je suis un petit peu têtue malgré tout, mais je suis allée voir à droite à gauche et j'ai eu pas mal d'aide aussi de la part de personnes que j'ai rencontrées au fil
de mes études et après. J'ai un compagnon, j'avais une vingtaine d'années, j'ai un compagnon donc qui était avec moi, j'étais en fac de langue étrangère appliquée. J'avais fait un cursus langue étrangère appliquée après le bac littéraire et en anglais-espagnol. Et j'ai un compagnon qui m'avait dit, bah tiens, toi qui veux travailler en biologie marine sur les dauphins, si tu veux, j'ai trouvé un truc qui pourrait t'intéresser pour avoir une équivalence bac scientifique. Alors, à l'époque, c'était à l'université d'Orsay. Je pense que ça existe encore, je ne suis pas sûre. À voir. Ça s'appelait le PCSO, préparation au cursus scientifique année zéro. Donc, c'est toute une année. Pour les personnes un petit peu comme moi, qui a un profil soit littéraire, soit économique et social à l'époque, je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. Je sais que ma fille, elle est en HLP, je crois, humanité, littérature, philosophie. Ça a un peu changé en termes de dénomination et de contenu. Et il m'a dit, bah, va voir si tu peux t'inscrire en fait à cette formation d'1 an à l'université d'Orsay, PCSO, 16-0 du coup. Ça te permet en 1 an, alors bon, après tu trimes un petit peu, surtout quand tu as un profil littéraire, tu fais genre 8 heures de maths, 8 heures de physique, 8 heures de chimie et 8 heures de SVT par semaine, pour à la fin de l'année, si tu arrives à passer tes examens, et à les avoir bien entendu, pouvoir reprendre en fait des études scientifiques, pouvoir enclencher en fait un cursus à la fac. Hein. En gros, j'ai eu mon année et ce que le responsable de cette formation m'avait proposé ensuite, c'était de repartir sur un parcours biologie marine à la fac d'Orsay. Alors, soit dit en passant, j'ai adoré, c'était je pense l'année d'études que j'ai préférée, en dehors de ce que j'ai fait après en Polynésie bien entendu. La fac d'Orsay, j'ai trouvé que c'était un endroit vraiment intéressant, avec des gens super intéressants. J'ai rencontré plein de personnes passionnées, des chercheurs vraiment top. Et ça m'a beaucoup motivée en fait à continuer dans cette voie. Alors c'était pas facile, certes, parce que encore une fois j'avais un profil littéraire, mais je pense que le contexte en fait dans lequel j'étais m'a vachement motivée à terminer cette année et à poursuivre en biologie marine. Ce que je n'ai pas fait au final. Pourquoi? Parce que suite à cette année, j'ai eu l'opportunité, je m'étais renseignée un petit peu, j'ai eu l'opportunité de partir au Canada. J'avais écrit en fait à différents organismes, notamment des labos de recherche qui prenaient des bénévoles, qui faisaient du volontariat, ce genre de choses. Donc j'étais partie au Canada pour bosser quelques mois sur les baleines bleues dans le golfe du Saint-Laurent. C'était plutôt pour acquérir de l'expérience pour acquérir de l'expérience de terrain. Et après en Colombie-Britannique, où j'ai bossé quelques mois sur les orques avec un labo, Orcalab, je pense qu'il existe toujours aussi, parce que je vois encore passer des pubis. Ce qui m'a permis de bouger, d'aller voir un peu autre chose, de perfectionner mon anglais aussi. Ça, c'est quelque chose d'hyper important, je pense, surtout quand on veut bouger et travailler dans des domaines un petit peu qui sortent un petit peu des sentiers battus. J'ai adoré ces expériences, vraiment adoré. Et en fait, en tout, je suis restée 1 an au Canada. Ces deux périodes d'éco volontariat n'ont pas duré 1 an, mais j'en ai profité après. J'ai rencontré une Autrichienne, en fait, qui faisait le bénévolat avec les orques avec moi. Et on a décidé toutes les deux de partir avec notre sac à dos, baroudé, au Canada. Ça a été aussi une expérience extraordinaire. Je pense que quand on est jeune, c'est vraiment top de pouvoir faire ça. On est monté dans le Yukon, on a fait la Colombie-Britannique, on est monté dans le Yukon, on est allé en Alaska, on s'est vraiment bien baladé. On a découvert un petit peu ce monde-là, en tout cas, qui, alors j'imagine que c'est encore le cas aujourd'hui, mais un monde très sauvage, les grands espaces, etc., ça nous a vachement inspiré. Et quand je suis rentrée en France métropolitaine, j'avoue que j'ai un peu déprimé, déprimé entre guillemets. Hein. J'avais pas du tout envie de rentrer, j'avais vraiment envie de continuer sur cette lancée, de repartir. Je savais pas où exactement, mais en tout cas de continuer à bosser sur les mammifères marins et ailleurs qu'en métropole. Je suis revenue en région parisienne. Je me suis investie quelques mois pour une association qui faisait de la médiation scientifique auprès des jeunes. C'était très sympa, soit dit en passant, une belle expérience. J'ai continué quand même à rechercher, à envoyer des courriers, etc. et à animer cette association Nomades des Océans, qui était donc l'association dont je parlais auparavant, d'information sur les mammifères marins, sur les cétacés en particulier. Et là, à travers cette association, en fait, le fait qu'il y ait cette plateforme, ça a motivé des personnes à nous contacter aussi, notamment des personnes qui étaient situées ailleurs qu'en France métropolitaine. Et j'ai un gars, un jour, qui m'a contacté, qui, lui, était whale watcher, qui avait une entreprise de whale watching sur la Polynésie française. Alors, je n'avais jamais entendu parler, je caricature un petit peu, mais grosso modo, j'avais jamais entendu parler de la Polynésie française, je ne savais pas du tout où ça se situait exactement, comment c'était foutu, voilà, c'était vraiment une découverte pour moi. Et on a commencé à échanger, il m'a dit, bah écoute, je cherche moi une personne pour encadrer les sorties d'observation des baleines en Polynésie, et notamment pour développer toute la dimension sensibilisation, pédagogique, etc. auprès de nos clients.
Est-ce que ça t'intéresse? Là, j'ai dit, bah, alors j'avais 25 ans à l'époque. J'ai pas hésité, j'ai dit OK, j'ai pris mon billet d'avion. Alors j'ai recherché quand même parce qu'à l'époque, alors ça doit être encore le cas aujourd'hui, il y avait des billets moins chers que d'autres. Je me souviens, j'étais passée par Air New Zealand au départ de Londres, etc., pour avoir vraiment le billet le moins cher possible. Et du coup, je suis arrivée en Polynésie, à Tahiti. J'ai rencontré du coup cette personne-là, on a commencé à bosser ensemble. On a fait 3 mois de saison en fait d'observation des baleines à bosse en juillet-août-septembre, c'était 2007. Et finalement, bah bon, là après c'est, j'allais dire un petit peu à part, c'est le côté perso. On s'est mis ensemble, on a eu un enfant ensemble, donc ma fille qui a aujourd'hui 16 ans. Et à l'époque, avec des amis, on a cofondé une association qui s'appelait, je ne sais pas si existe encore, le groupe d'études des mammifères marins de Polynésie. Parce que le whale watching pur et dur ne nous satisfaisait pas. On avait l'impression de participer à quelque chose en fait qui n'allait pas dans le sens de nos principes. Donc voilà, de participer, c'est ce qu'on voit un peu aujourd'hui encore malheureusement sur la Polynésie et ailleurs dans le monde, hein. Le whale watching, donc, ce sont des activités commerciales et non commerciales d'observation des baleines et des dauphins. Les dauphins rentrent également dans cette catégorie dans leur milieu naturel. Ce sont des activités qui ont connu un essor formidable en fait depuis les années 90. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes veulent aller voir ces animaux dans leur milieu, ce qui est bien dans l'absolu. Malheureusement, ça développe une activité économique un petit peu anarchique en Polynésie comme dans d'autres endroits du monde, où on en arrive plus à harceler en fait les animaux qu'à offrir vraiment des observations éthiques et durables en fait de la faune marine. Donc nous, ça ne nous convenait pas. On a arrêté, on a cofondé cette association pour essayer de mieux comprendre quels étaient les impacts de ces activités de whale watching sur les animaux et pour essayer de partager aussi, de sensibiliser davantage à cette question. Donc, on a fait ça pendant 10 ans. Alors, j'ai pas précisé qu'on vivait en voilier quand je suis arrivée en Polynésie, donc cette personne vivait en voilier. On a vécu pendant plus de 10 ans en voilier, et du coup, c'était intéressant dans le sens où on se déplaçait pas mal d'un archipel à l'autre, parce que la Polynésie française, c'est énorme, ça fait 5 millions de kilomètres carrés d'espace maritime, il y a 5 archipels, et les distances entre certains archipels, notamment entre l'archipel de la Société où se trouve Tahiti et l'archipel des Marquises, qui est plus proche de l'équateur, est vraiment importante. Mais du coup, le fait d'être en voilier, c'était très pratique. Et on a passé pas mal de temps alors dans la Société, dans l'archipel de la Société, à la saison des baleines à bosse, entre juin et novembre, en gros, pour bosser sur les baleines à bosse. Après, on partait entre avril généralement et mi-août, on va dire, dans l'archipel des Tuamotu, notamment à Rangiroa, puisque l'atoll de Rangiroa fait partie de l'archipel des Tuamotu, pour travailler sur les grands dauphins, dont on va parler un peu davantage par la suite. Et généralement, à partir du mois de novembre et jusqu'au mois de mars, on va dire, on partait dans l'archipel des Marquises, donc tout au nord de la Polynésie, pour bosser sur d'autres espèces en fait de dauphins, dauphins tachetés, dauphins à long bec, globicéphales, etc. Tout ça, alors je le précise quand même, c'est important, dans un cadre associatif. Donc la majeure partie du travail que l'on faisait, c'était du travail bénévole, parce que malheureusement, dans le contexte associatif, il est très très difficile, et encore aujourd'hui, de pouvoir gagner sa vie. J'en suis la preuve vivante. Ça s'est arrêté il y a à peu près 6 ans maintenant. On s'est séparés, c'est pour une raison personnelle en fait, hein. On s'est séparés donc avec le papa de notre fille. Et j'ai décidé de m'installer à Rangiroa. Pourquoi Rangiroa? Parce que depuis 2009, on venait tous les ans en bateau pour faire un suivi d'une communauté de cétacés un peu particulière, des grands dauphins, donc l'espèce Tursops truncatus, qui se sont sédentarisés autour de ce qu'on appelle une passe. Donc une passe, en fait, c'est un chenal naturel qui va faire le lien entre le lagon et l'océan dans les atolls. Et ces dauphins-là, ils ont un comportement un peu particulier. Nous, quand on est arrivé pour la première fois en 2009, on a commencé à plonger ici sur Rangiroa et on a vu que des dauphins avaient un comportement très très familier avec les plongeurs sous-marins, ce qui n'est pas le comportement naturel en fait d'un animal sauvage vis-à-vis d'un être humain ou d'activité humaine de manière générale. Donc on a commencé à se poser des questions là-dessus, on a débuté notre suivi en 2009, on revenait tous les ans. Et on a commencé à partir de 2009, bénévolement, je précise encore, à faire un suivi un peu routinier. Tous les ans, on revenait à la même période de l'année de cette communauté de dauphins pour essayer de comprendre, alors pour essayer de répondre à quelques questions basiques en réalité, hein. Combien sont-ils? Est-ce que ce sont toujours les mêmes individus qu'on observe sur zone? Et après, on a commencé à s'intéresser à des questions un peu plus ardues comme quel est l'impact du tourisme sur ces animaux? Et ça, on va revenir dessus. Donc pour répondre aux premières questions basiques, on a acquis du matériel de base.
On a acquis de toute façon dans le cadre de l'association parce que ça nous servait pour le suivi des baleines à bosse, des dauphins, etc. C'est-à-dire un bon appareil photo. Alors ça demande de l'investissement, mais en même temps c'est vraiment notre outil de travail principal. Avec cet appareil photo, on faisait des photos des baleines à bosse pour pouvoir les identifier, des photos des grands dauphins pour pouvoir les identifier. Enfin, ça nous a servi tout au long de notre parcours, ça continue à me servir. Donc voilà, c'était vraiment l'outil de base. Et avec cet appareil photo, à Rangirois, du coup, on s'installait d'une part à terre, parce qu'on a la chance que les dauphins viennent tous les jours surfer et sauter dans des vagues qui déferlent en permanence dans une passe qu'on appelle la passe de Tiputa. Et en s'asseyant à terre, en fait, on a un accès direct à cette passe de Tiputa et on peut voir les dauphins qui viennent surfer et sauter. Donc avec un petit peu d'entraînement, on peut prendre en photo leur nageoire dorsale et grâce en fait à la silhouette de leur nageoire dorsale, on peut les distinguer les uns des autres. Ils ont tous une nageoire dorsale un peu différente. Donc on a commencé à les photographier, ce qui nous a permis d'une année sur l'autre, puisque c'est quelque chose qu'on faisait tous les ans, de répondre à des questions comme combien il y a de dauphins. Alors, réponse, entre 2009 et 2017-2018, on était à peu près à une trentaine de dauphins qui fréquentaient à l'année ce qu'on appelle la zone de Tiputa. Donc, qui comprend la passe et les abords de la passe de Tiputa. Et là, depuis 2018, ça a commencé à chuter un peu. On est tombé à 28, puis 27, et aujourd'hui, on est à 25 individus. Je ne peux pas vous dire pour quelles raisons exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on investigue, puisque, on va le voir, il y a quand même une pression touristique assez intense sur ces dauphins. Alors, on a commencé ce travail, et en 2014, on a été contacté par... Alors, quand je dis c'est une histoire de rencontre aussi, c'est vrai que les rencontres ont beaucoup fait. On a été contacté par, à l'époque, le responsable de la recherche au Haut-Commissariat de la Polynésie française, qui a entendu parler du travail bénévole que l'on effectuait sur les dauphins depuis 5 ans. Ça l'intéressait. Donc, il a émis le souhait de nous rencontrer pour pouvoir parler un petit peu de ce travail et voir si on pouvait éventuellement mettre en place quelque chose en commun. On est allé le voir à Tahiti, on l'a rencontré et donc il a été assez, entre guillemets, impressionné par tout ce travail qui avait été accompli de manière bénévole. Encore une fois, je répète beaucoup ce mot-là, mais ça fait partie en fait du jeu. Et il m'a proposé, quand il a entendu dire que j'avais arrêté en gros mes études au PCS 0, quoi. J'avais pas continué après puisque j'avais eu l'occasion de partir au Canada et après j'étais partie en Polynésie. Il m'a dit, si tu veux, je te propose quelque chose qui peut t'intéresser. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être tous vous intéresser, de faire un diplôme de l'EPHE. Alors le diplôme de l'EPHE, qu'est-ce que c'est? Déjà, l'EPHE, c'est l'école pratique des hautes études. Et le diplôme de l'EPHE, alors c'est pour les personnes qui sont déjà un peu dans le monde du travail, qui ont aussi peut-être une vie à côté, parce que moi j'avais une vie de famille, une fille, on faisait l'école, en plus on faisait le CNED à notre fille, donc ça prenait un peu de temps et d'énergie entre tout. Et on te propose en fait de travailler là sur un sujet que tu connais déjà, qui t'intéresse, en l'occurrence les grands dauphins de Rangui, et de valoriser en fait toutes les données que tu as collectées sur le terrain depuis 5 ans pour pouvoir obtenir un diplôme qui te donnera un niveau, alors Master of Science, donc c'est Master 2 en gros. J'ai demandé un peu plus d'informations, on m'a expliqué qu'il fallait en gros pour pouvoir faire ce diplôme de l'EPHE, trouver un directeur d'études à l'école pratique d'autres études, éventuellement un encadrant scientifique qui peut ou n'est pas obligé de faire partie de l'école pratique d'autres études. Et ce qui est top, c'est que sur la Polynésie, on a un laboratoire qui a maintenant plus de 40 ans, qui s'appelle le CRIOB, le Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement, qui est affilié justement, qui émane en réalité de l'école pratique d'autres études. Donc on a tout un pool en fait de chercheurs, d'étudiants, etc. de l'EPHE. Donc localement, c'était quand même relativement, je dis bien relativement facile d'aller rencontrer les gens et d'essayer de motiver un encadrement avec l'EPHE. Alors, ce diplôme, je l'ai fait sur 3 ans. Je suis partie d'un niveau bac scientifique, donc que j'avais obtenu par équivalence à la fac d'Orsay. J'ai été co-encadrée par cette personne que j'avais rencontrée, le docteur Éric Luat, qui lui était mon responsable scientifique, et à l'époque par le directeur du CRIOB, le docteur Serge Plane, qui lui était mon responsable pédagogique en gros, puisque lui il était vraiment dans le PHE. J'ai fait ce diplôme PHE sur les paramètres démographiques et l'organisation sociale des dauphins de la communauté de Tiputa. J'avais déjà des données en fait sur lesquelles du coup je pouvais bosser. Mais ce qui était hyper intéressant en fait, c'était vraiment d'être encadré par des experts qui m'ont permis d'acquérir une méthodologie que je n'avais pas forcément et de mettre les choses en forme de manière vraiment scientifique. Voilà, entre guillemets. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans, j'ai continué à collecter des données puisque on avait quand même aussi cette opportunité de pouvoir bouger assez facilement avec le voilier. Donc on continuait à venir tous les ans à Rangirois pour collecter des données. Alors comment ça s'est passé? Donc j'avais collecte de données sur le terrain,
Je devais analyser évidemment pour répondre à mes questions de recherche, plus 30 heures de cours à faire. J'ai fait une partie des cours donc au CRIOB à Mooréa et l'autre partie à distance. À l'époque, il y avait une plateforme, je pense qu'il existe toujours, c'était l'ENSAD, l'enseignement à distance, qui m'a permis de suivre une partie des cours en fait à distance et de valider, puisqu'à chaque fin en fait de cours, il y a une évaluation. Donc, soit les cours, je les ai faits donc, au CRIOB et j'ai eu l'évaluation sur place, soit je les ai faits à distance et j'ai eu l'évaluation à distance. Et il a fallu aussi que je fasse 2 synthèses bibliographiques sur une thématique liée en fait à ma question de recherche. Donc, qu'est-ce que c'est? En gros, on va aller chercher en fait toute la biblio, ou en tout cas une partie de la biblio, c'est difficile parfois d'être exhaustif, liée au thème traité. Je sais que j'ai travaillé sur tout ce qui avait été fait en termes d'organisation sociale chez les grands dauphins. J'avais fait une première synthèse biblio là-dessus et une deuxième sur... Alors là, j'avais un peu anticipé ce que je voulais faire par la suite. J'avais travaillé sur les impacts du tourisme animalier sur les dauphins pour la deuxième synthèse biblio. Donc on te demande d'aller éplucher toute la biblio. Donc ça, c'est en anglais majoritairement, d'où l'intérêt aussi quand même d'être assez fluente en anglais et de synthétiser tout ça dans un document de 10 pages. Voilà, ça fait partie aussi des choses qui sont évaluées. Et à la fin, il faut rédiger un mémoire. C'est un peu comme une mini-thèse en fait, le diplôme de l'EPHE. Un mémoire qui va synthétiser, mémoire il faisait quand même 130 pages, mais en gros qui va poser un peu toute la recherche que tu as faite, les analyses, les résultats. Voilà, c'est un peu fabriqué, oui, c'est fabriqué comme un mémoire et aussi un peu comme un papier. En gros, on va avoir la partie intro, la partie méthodo, la partie résultat, toute la partie discussion. À la fin, tu as les annexes avec une partie des données que tu as analysées, que tu vas présenter. Et puis, tu as toutes les références bibliographiques. Ça, c'est un gros travail aussi. Et c'est un truc que j'ai appris notamment dans le cadre de ce diplôme de l'EPHE, c'est que généralement, on commence un travail de recherche par la synthèse biblio et ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, c'est extrêmement enrichissant. On se rend compte qu'on est loin d'être les premiers à travailler sur les sujets choisis et qu'il est quand même hyper intéressant de s'inspirer du travail des autres pour gagner énormément de temps. C'est aussi un peu, j'allais dire, le but, la méthode de la recherche qui veut ça. J'ai eu mon diplôme de l'EPHE. Je suis allée à l'époque, c'était à Montpellier, pour soutenir mon diplôme de l'EPHE. Donc voilà, comme on soutiendrait une petite thèse. Et je suis revenue en Polynésie, donc ça c'était en 2017. Et quand je suis revenue en Polynésie, donc ça s'était très bien passé, mes co-directeurs de diplôme étaient contents du travail. Donc le docteur Clua, qui m'avait co-encadré, m'a proposé de continuer sur une thèse de doctorat, puisque le PHE a aussi une école doctorale. Alors j'avoue que sur le coup, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. J'étais un petit peu naïve, mais tellement passionnée en fait par ce travail en fait que j'effectuais sur les dauphins. Et une telle envie de mieux comprendre, là en l'occurrence, l'impact des activités touristiques sur ces animaux, que je me suis dit, c'est l'occasion de le faire, dans un cadre vraiment scientifique. Donc allons-y. Par contre, j'ai proposé au docteur Clua en fait, de choisir une co-directrice de thèse, vraiment spécialisée en éthologie, donc le docteur Fabienne Delfour. Il m'a dit, ok, contacte-la, vois si ça l'intéresse. Ce que j'ai fait, je lui ai envoyé un courrier, ça l'a intéressée. Elle, en plus, elle a quand même une expérience de 30 ans de travail sur les dauphins et elle est vraiment éthologue. Donc, c'est vraiment ce qui m'intéressait chez elle. Et donc, voilà, je me suis embarquée dans la thèse de doctorat avec l'école doctorale de l'EPHE. Et là, en l'occurrence, j'ai travaillé sur, je vais donner direct l'intitulé du mémoire de thèse, comme ça va résumer la chose, sur les réponses comportementales des grands dauphins de Rangiroa au tourisme de plongée sous-marine. J'ai travaillé plus spécifiquement sur les risques liés aux interactions proches entre dauphins et plongeurs, sur la tolérance des dauphins aux activités touristiques, en fait, notamment aux activités de plongée, et sur des traits de tempérament qui peuvent être observés chez les dauphins dans le cadre de leurs interactions avec les plongeurs sous-marins. Ça a été un énorme travail, je ne le cache pas, ça m'a pris 6 ans. Alors pourquoi 6 ans? Parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire ma thèse à temps partiel, parce que j'avais une vie à côté, un travail, une fille, encore une fois, etc. Mais normalement, dans le contexte franco-français, entre guillemets, les thèses, c'est plutôt 3-4 ans. Je l'ai faite en 6 ans. J'ai eu le droit à une petite bourse qui m'a permis surtout d'acheter du matériel, mais sinon, ça a quand même été fait en grande partie de manière bénévole aussi. Il faut avoir la foi, c'est bien ce que je dis. Moi, j'étais toujours un petit peu borderline dans ce que je faisais, mais j'y croyais tellement en fait que j'ai toujours suivi à fond. Donc, et à côté, j'essayais de bosser un peu aussi, comme j'étais à temps partiel, pour pouvoir gagner un peu de sous aussi, sachant qu'on ne vivait pas dans des conditions extraordinaires, loin de là. Donc, encore une fois, je parlais de rencontres, de l'importance des rencontres, et aussi de l'importance de la bienveillance des gens qui nous entourent. Je pense que dès le début, pour l'université d'Orsay, si j'avais pas eu ce compagnon qui m'avait orienté là-dessus,
pour le diplôme de l'EPHE si j'avais pas eu le docteur Clua qui m'avait orienté là-dessus. Après, pour la thèse de doctorat, le docteur Clua encore une fois, et Fabienne Delfour qui a été mes top, génial, du début à la fin de ma thèse de doctorat. Et également mon compagnon, du coup Martine, qui m'a soutenue du début à la fin. Bon, sachant voilà que encore une fois, on vit pas dans des conditions extraordinaires, etc. C'est le minimum syndical, j'ai envie de dire. Mais si j'avais pas eu toutes ces personnes-là, je pense que ça aurait peut-être pas été possible. Voilà. Donc ça, c'est très important. Je les remercie tous du fond du cœur. Plus aussi le papa de ma fille quand même, qui m'a pas mal aidé dans le cadre du diplôme de l'EPHE. Le centre de plongée, le propriétaire du centre de plongée, là où je suis, que j'ai rencontré en cours de route, qui a bien accroché en fait à ce projet et qui nous aide vachement, notamment qui aide pas mal l'association. Donc voilà, c'est vraiment des rencontres, quoi. Et ça, c'est pas forcément à travers un écran d'ordinateur, c'est des personnes qu'on rencontre comme ça, j'allais dire presque du jour au lendemain, machin, ça accroche et tout, on y croit et puis on y va, quoi. Donc cette thèse de doctorat, en 6 ans, ça a été long, ça a été difficile, ça a été un peu l'opération commando. Je pense qu'il faut vraiment y croire, il faut avoir la foi. Et il y a plusieurs fois, je vous le cache pas, où je me suis dit que c'était tellement dur que j'arrivais pas en fait à tout faire en parallèle et que j'allais être obligée d'arrêter à un moment ou à un autre. En même temps, mon compagnon m'a vachement soutenue à ce niveau-là. Il me dit non, là, t'arrives au bout. C'était surtout vers la fin d'ailleurs, hein, parce que vers la fin, évidemment, c'est là, t'as tout qui se rush un petit peu. Je vais vous expliquer comment ça se construit une thèse. Et du coup, il m'a vachement encouragée. Je suis allée jusqu'au bout et je ne regrette pas du tout d'être allée jusqu'au bout. Je suis très fière d'être allée jusqu'au bout. Comme je l'ai faite en 6 ans à temps partiel, je me suis permise de prendre 3 ans tranquille, entre guillemets, enfin tranquille oui et non, pour collecter les données. Et là, encore une fois, j'ai bossé en partenariat avec un centre de plongée qui m'a sponsorisé sur mes plongées, c'est-à-dire qui me permettait de plonger tous les jours pour pouvoir aller collecter les données dont j'avais besoin pour mener ma thèse de doctorat. Ensuite, comme c'est une thèse en éthologie, j'ai travaillé principalement sur le comportement des dauphins, mais aussi sur le comportement des plongeurs sous-marins. Donc il a fallu que j'analyse en fait ces années de données vidéo d'interaction dauphin-plongeur qui ont été collectées. Ça a pris beaucoup de temps, ça m'a pris 1 an et demi pour alors déjà construire un répertoire comportemental qui m'intéressait, qui était pertinent dans le cadre de mes questions de recherche, et pouvoir en fait détecter et après interpréter correctement ces comportements dans le cadre des vidéos. Ça a pris beaucoup de temps. Et ensuite, j'ai analysé ces données. Donc moi, j'étais pas hyper formée en stats à la base. Mais c'est vrai que je me suis pas mal mis le nez dedans, dans le cadre du diplôme EPHE et dans le cadre de la thèse de doctorat, pour réussir à maîtriser les outils dont j'allais avoir besoin en fait pour pouvoir analyser proprement mes données. Et ça a été un gros travail aussi, parce que j'étais pas forcément hyper câblée pour, ni éduquée pour à la base. Donc ça a été un gros travail perso. Beaucoup de travail perso de manière générale. Ma co-directrice, donc Fabienne, a été là du début à la fin. Elle a toujours été hyper réactive, hyper bienveillante, hyper pertinente dans ses remarques. Elle m'a permis de beaucoup avancer. Et ce qui était intéressant, c'est que j'avais donc un co-directeur, le docteur Clua, qui lui est plutôt docteur en écologie comportementale, et le docteur Delfour, qui elle est plutôt docteur en éthologie. Donc ça a été un peu perturbant au début parce que les deux écoles sont pas d'accord sur tout, loin de là, mais en même temps ça a été très enrichissant parce que ça m'a permis de prendre de l'un, de prendre de l'autre pour essayer d'avoir un petit peu un mix des deux qui finalement s'accordait bien avec mes questions de recherche. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup à mes co-directeurs de thèse aussi, ça a été vraiment top. Donc analyse des données, et donc comme c'était une thèse sur publication, le mémoire de thèse était construit selon 3 articles qui correspondaient, en gros, je vous ai dit le titre de la thèse, on travaillait sur les risques associés aux interactions dauphins-plongeurs, sur la tolérance des dauphins aux activités de plongée et sur les traits de tempérament. En gros, c'était les 3 parties de ma thèse de doctorat, de mon mémoire de thèse, donc avec une grande intro sur le tourisme animalier, les impacts du tourisme animalier sur la faune sauvage de manière générale, tout ce qui a été observé sur le cas spécifique des mammifères marins, etc. Après, je pourrais vous transférer si vous voulez le mémoire de thèse, il n'y a pas de souci, si vous avez le courage de... C'est un gros morceau quand même. En plus, c'est écrit tout en anglais, j'ai choisi de le faire en anglais aussi, avec une synthèse en français malgré tout à la fin. La première partie, donc, qui était majoritairement basée sur une synthèse biblio, tout ce qui a été observé depuis 70 ans, comme risques liés aux interactions proches entre des êtres humains et des dauphins en milieu naturel. Donc ça a permis de sortir en fait un article dans une revue scientifique qui s'appelle Biological Conservation, que je pourrais aussi partager avec vous si vous voulez, avec des cartes de distribution, un historique, etc. Enfin, c'était un gros travail. Là, c'est tombé pendant le confinement Covid. J'allais dire, c'était pas plus mal parce que j'ai vraiment pu me concentrer dessus. Après, donc, j'ai travaillé sur donc la tolérance, tout ce qui est tolérance, habituation. Ce sont des notions qu'on a l'habitude d'utiliser, nous, au quotidien, dans la conversation, mais qui, en termes scientifiques, ont quand même des définitions bien précises. Donc, j'ai bossé là-dessus. Ça, c'est la deuxième partie de la thèse. Et la troisième partie, c'était la partie la plus novatrice, qui a été inspirée notamment par Fabienne, mais aussi par Eric, sur les traits de tempérament chez les dauphins.
On parle aussi parfois de traits de personnalité. Et les traits de personnalité chez les animaux non humains sont de plus en plus mis en évidence depuis quelques décennies chez plein d'espèces différentes. Ça avait commencé à être fait depuis le milieu des années 2010 sur le grand dauphin, mais seulement en milieu captif. Donc là, nous, ce qu'on a fait, j'allais dire l'aspect novateur en fait de cette recherche, c'est que ça a été fait en milieu naturel, avec des dauphins qui vivent donc dans leur milieu, mais dont le comportement a quand même été modifié au fil du temps par le comportement des êtres humains, et notamment des plongeurs sous-marins et des activités touristiques de manière générale. Donc je vais y venir, je finis avec la thèse et puis je vais venir un petit peu à ce sur quoi on travaille à l'heure actuelle. Donc j'ai rédigé mon mémoire, ça m'a pris, c'est ce qui était le plus rapide en réalité, c'est ce qu'on fait un petit peu à la fin de la thèse, à fond la caisse, on essaie quand même de bien le faire évidemment, que j'ai terminé du coup en mars 2024. Pendant ce temps, j'ai mon co-directeur de thèse, donc Eric, qui avait sélectionné, on s'est tous plus ou moins mis d'accord, les membres de jury pour défendre la thèse. Et ce que j'ai fait entre le dépôt du mémoire et la soutenance, je crois que je me suis posée un petit peu en fait parce que j'étais très fatiguée quand même après tout ce parcours. Et je suis partie en France métropolitaine à Perpignan, c'était l'année dernière au mois de juin, pour défendre ma thèse de doctorat. Je l'ai défendue, c'était à l'université de Perpignan. Comme membre de jury, j'avais alors le président du jury, c'était Christophe Guinet, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Après, j'avais mes deux co-directeurs de thèse qui étaient là. Comme rapporteur, j'avais Bruno Dias-Lopez, qui travaille lui en Espagne, hein, c'est le Bottlenose Dolphin Research Institute. J'avais Natacha Aguilar de Soto, qui elle travaille aux Canaries, qui est espagnole également. Et comme examinatrice, du coup, en plus de Christophe Guinet, qui était président examinateur, j'avais Stéphanie Manel, qui elle travaille à l'EPHE et au CEF à Montpellier en fait. Donc c'est des personnes qui ont tous une expérience avec les mammifères marins et pour certains les grands dauphins. J'ai préparé quand même aussi mon diapo pour la soutenance, ça a pris un petit peu de temps. Ça s'est bien passé, j'ai obtenu ma thèse de doctorat. C'est marrant, mais en fait à la fin, je pense que ça a été tellement soutenu pendant 6 ans que bon, tu te dis quand ça va être passé, tu vas t'écrouler et en fait même pas. J'étais encore un peu dans le mood et il m'a fallu un peu plus de temps pour réaliser que ça y est, c'était terminé. Voilà. Mais je suis très contente de l'avoir fait, je suis très fière d'être allée jusqu'au bout. Encore une fois, je remercie beaucoup les gens qui m'ont entourée vraiment et qui m'ont été très très bienveillants, très bienveillants avec moi pendant tout ce parcours. Après cette thèse, alors c'était pas fini, enfin c'était fini pour la recherche dans le cadre de la thèse, mais j'ai décidé de ne pas terminer ainsi, que je suis déjà installée à Ranguirois, donc je suis restée sur Ranguirois. Et on a, en 2009, du coup, cofondé une association qui s'appelle Dauphins de Ranguirois pour se focaliser spécifiquement sur le cas de ces animaux. Alors, le cas de ces animaux remonte au milieu des années 80. Des grands dauphins, il y en a toujours eu sur cette zone de Tipouta, de mémoire d'habitants. Oui, les vieux de l'île nous disent que quand ils étaient petits, ils voyaient déjà des dauphins en fait, qui surfaient et sautaient dans les vagues du Mascaret. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu des années 80 ? On a le premier centre de plongée qui a ouvert ses portes ici à Ranguirois. Il a été suivi au milieu des années 90 par 2 autres structures, puis dans les années 2000 par 2 autres structures, et aujourd'hui on en est à 6 voire 7 centres de plongée qui fréquentent tous une petite zone qui fait moins de 2 km². Donc ça fait quand même une activité touristique assez intense, et là on parle que de la plongée sous-marine, parce qu'on a aussi des activités de dolphin watching pur et dur, avec des gens qui sortent en bateau pour essayer de montrer à leurs passagers des dauphins. Qu'est-ce qui s'est passé parallèlement ? Les dauphins étaient là, et en gros, entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90, les plongeurs ne voyaient quasiment jamais les dauphins. Les dauphins, donc évidemment, savaient qu'il y avait de l'activité humaine sur la zone qui se développait, ils s'en rendaient compte, mais ils ne s'intéressaient absolument pas à ces activités, ils avaient tendance à rester à distance. Au milieu des années 90, on a certains plongeurs qui ont commencé à essayer d'attirer les dauphins, de développer des stratagèmes pour essayer d'attirer les dauphins à eux, de faire des sons dans l'eau, d'adopter des postures, des gestuels, etc. Il y avait des dauphins qui étaient observés au loin, voilà, d'essayer de les appeler, etc. Ça a pris beaucoup de temps, ça a pris plusieurs années, mais au bout d'un certain temps, on a certains individus, notamment des jeunes dauphins, qui, par curiosité probablement, ont commencé à se rapprocher un peu plus des plongeurs sous-marins, jusqu'à ce qu'en 2007, donc il a fallu quand même des années, 2007, une femelle dauphin en particulier, on l'a baptisée Nikki. À l'époque, en 2007, c'était une ado. Elle a commencé à se rapprocher suffisamment pour qu'un plongeur puisse tendre la main et la toucher. Voilà. Mais il semblerait qu'elle ait apprécié cette expérience, puisqu'après, elle revenait en fait auprès des palanquets pour rechercher un contact physique avec eux. Donc nous, on a vraiment travaillé là-dessus, sur ces modifications de comportement,
Comment ça s'est transmis aussi d'un individu à l'autre? Parce qu'on est parti de cette Ève du touching, Nikki. On en est arrivé à certaines périodes à 6 ou 7 dauphins qui adoptaient exactement le même comportement qu'elle dans le cadre de ces interactions avec les plongeurs. Donc on a travaillé sur l'histoire en fait des interactions entre dauphins et plongeurs, voir comment ça s'est développé, les individus étaient impliqués, comment ces comportements se sont transmis d'un individu à l'autre. Et on a aussi travaillé sur les risques, puisque on a vu qu'aujourd'hui, donc en 2025, on a 6 à 7 centres de plongée qui travaillent toute l'année, tous les jours, entre 8h et 17h30, c'est-à-dire qu'il y a des plongeurs en gros dans l'eau toute la journée, plus ou moins, sur une zone de vie qui est très très importante pour ces individus, pour ces dauphins. Plus les bateaux de dolphin watching, plus les plaisanciers qui vont essayer aussi peut-être de sortir pour aller voir les dauphins. Donc ça fait une pression énorme sur ces animaux. Et cette pression, en fait, elle va impacter le comportement des dauphins, on l'a vu dans le cadre des interactions avec les plongeurs, et elle va aussi porter des risques pour les dauphins. Pourquoi? Parce que les dauphins qui sont familiers, trop familiers avec les plongeurs sous-marins, peuvent développer des comportements qui vont mettre en danger la sécurité des plongeurs sous-marins. Là, je parle de la sécurité des plongeurs. Des dauphins qui sont insistants, ils vont aller tirer sur les palmes des plongeurs, pousser les plongeurs, parfois mettre leur museau entre le visage du plongeur et le détendeur principal jusqu'à faire sauter le détendeur, etc. Donc ça, c'est extrêmement risqué, surtout pour des plongeurs néophytes. Nous, en tant que plongeur sous-marin, on a quand même en fait un minimum de règles de sécurité à respecter dans l'eau. Donc ça, c'est les risques pour les plongeurs. Pour les dauphins, le risque principal lié à ces interactions physiques est lié au fait que ces quelques individus en fait qui sont impliqués là-dedans ne vont plus du tout se méfier des êtres humains et des activités humaines. Et ça, c'est des choses qu'on voit pour d'autres espèces ailleurs dans le monde. À partir du moment où ils ne se méfient plus, ce qu'on remarque, c'est que ces individus-là ont beaucoup plus de risques d'être blessés par des hélices de bateau. Notre chère Kaline, que je vous ai montré au début, elle a été blessée pour une première fois en 2018. Et là, récemment, au mois d'avril, elle a encore été blessée par une hélice de bateau. De rentrer en collision avec des bateaux. On a une jeune femelle de 5 ans qu'on avait baptisée Rose. Malheureusement, en 2019, elle est rentrée en collision avec un bateau. Elle n'a pas survécu. On peut aussi leur transmettre des maladies. Et ils peuvent nous en transmettre, vice-versa. Donc voilà pour quelques risques liés, en fait, à moyen et long terme, à ces interactions proches. Donc nous, ce qu'on essaye à travers l'association de promouvoir, c'est ce qu'on appelle l'observation passive. C'est-à-dire qu'on a des dauphins qui sont habitués à la présence des plongeurs sous-marins. Certains sont même conditionnés donc à rechercher un contact, je ne vais pas développer là-dessus. On peut très bien les voir, ils nous passent devant, parfois ils viennent nous tourner autour, etc. C'est très joli, la plupart des gens sont émerveillés déjà de pouvoir voir des dauphins dans ces conditions. Pas besoin d'aller augmenter le potentiel de risque pour tout le monde en allant les conditionner à recevoir un contact physique. Autre chose, donc là c'est plus général lié aux activités touristiques sur zone. Le fait qu'il y ait une pression touristique comme ça intense tous les jours, ça peut impacter la qualité notamment du sommeil des dauphins, puisqu'on sait que la zone de Tiputa, c'est une zone de repos, qu'à certaines heures de la journée, les dauphins vont avoir tendance en fait à dormir sur cette zone-là. Et le fait d'avoir du passage de bateaux, donc pollution sonore, pollution physique, des plongeurs qui, quand ils voient des dauphins, souvent vont leur foncer dessus, etc., ça peut clairement détériorer la qualité du repos et après impacter d'autres activités comme la chasse, par exemple, la socialisation. Si des animaux passent du temps à éviter des plongeurs, éviter des bateaux, etc., ou éviter une zone, ça peut même à long terme impacter leur succès reproductif, voire leur espérance de vie. Voilà. Donc nous, c'est le message qu'on essaie un peu de faire passer, grosso modo. Je ne suis pas rentrée dans le détail. L'association, à l'heure actuelle, donc après la thèse de doctorat, on la redynamise. Qu'est-ce qu'on fait à travers cet assaut? On continue la recherche, c'est-à-dire qu'on continue à collecter des données de manière régulière sur les dauphins depuis la Terre pour suivre les paramètres démographiques notamment, voir d'une année à l'autre comment évolue notre communauté. Ce qu'on peut voir depuis la Terre aussi, c'est par exemple les femelles gestantes, les naissances de petits dauphins. On peut suivre tout ça depuis la Terre sans influencer le comportement des animaux, ce qui est très intéressant parce qu'on a quand même certains dauphins qui sont intolérants à la présence des plongeurs sous-marins. Donc depuis la Terre, on observe de manière objective ces dauphins. En plongée sous-marine, qu'est-ce qu'on fait? On continue à suivre l'évolution du comportement des dauphins dans le cadre de leurs interactions avec les plongeurs et l'évolution du comportement des plongeurs vis-à-vis des dauphins également, pour pouvoir tirer la sonnette d'alarme. Alors, tirer la sonnette d'alarme, on le fait déjà, régulièrement avec les autorités, avec, des prestataires locaux, etc. Mais ça, c'est une phase en fait du travail de l'asso aussi qui est quand même très soutenue, qu'on fait. On partage en fait nos données. On essaye de continuer à rédiger des articles scientifiques pour publier. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc de valoriser en fait ces données acquises dans un cadre purement scientifique, dans le cadre de recommandations en fait pour les prestataires locaux, les autorités, etc. Et ce qu'on développe cette année avec l'association, c'est des conférences grand public. On a acquis un local récemment, on est très content, en partenariat avec le centre de plongée justement.
On a également rempli des appels à projets et on a eu la chance à travers l'association de pouvoir bénéficier de subventions pour pouvoir rénover et aménager ce local pour y organiser toutes les semaines des conférences ouvertes au public pour échanger au sujet des dauphins, au sujet des problématiques liées au tourisme animalier et proposer des solutions concrètes et positives pour pouvoir continuer à les observer dans leur environnement en essayant de les impacter un minimum. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour là. Du coup, maintenant, on va peut-être se concentrer sur les questions. Alors Manon demande avec quel organisme as-tu travaillé auprès des baleines? Alors c'était le Mingan Island Cetacean Study. Je pense que ça existe encore en français. Alors j'étais plutôt en anglais, j'étais en version anglaise là à l'époque. Mais tu vas trouver Mingan Island Cetacean Study, MICS, je pense que tu vas trouver. Est-ce que je prends des bénévoles mineurs? Alors des bénévoles mineurs, dans le cadre de nos missions d'éco-volontariat, ça peut arriver. Mais ils sont toujours accompagnés par un adulte responsable. Pour répondre à la première partie de ton message, SWAM, et normalement, quand on est formé à la plongée sous-marine, on nous apprend à ne rien toucher dans l'eau, tout à fait. Et il faut savoir qu'en Polynésie française, il y a quand même des réglementations qui existent et qui interdisent le type de comportement qu'on peut voir ici sous l'eau à Rangirois avec les dauphins. Ce qui est assez effrayant également, c'est que, grosso modo, ce qu'on observe ici, ça a été vraiment initié, c'est toujours encouragé par les moniteurs de plongée. Donc les médiateurs entre l'environnement marin et le grand public, ceux qui sont censés donner l'exemple. Pourtant, sous l'eau, qu'est-ce qu'on voit généralement? Quand il y a des dauphins qui sont dans le champ de vision des plongeurs, le premier ou la première qui va se précipiter dessus, c'est le moniteur ou la monitrice de plongée qui va aller même régulièrement jusqu'à attraper le dauphin par la queue pour le faire se positionner à la verticale et que tout le monde puisse le gratter à sa guise, ce qui est totalement interdit, bien entendu. Il y a un énorme travail à faire au niveau des guides, là en l'occurrence des moniteurs de plongée, tout à fait. Ensuite, est-ce que le fait que ces animaux soient en contact va trop leur changer leur état naturel? Alors, nous, on a surtout jusqu'à maintenant soulevé des risques à moyen terme, que je vous disais, des animaux qui rentrent en collision avec des bateaux, qui sont blessés par des hélices de bateaux, etc. Après, au niveau du comportement naturel, alors il faut savoir qu'à partir du moment où des jeunes dauphins ont intégré dans leur répertoire comportemental, ils peuvent se rapprocher ainsi des êtres humains, voire solliciter un contact physique de la part d'êtres humains, c'est intégré à vie probablement. C'est quelque chose qu'ils vont généralement ressolliciter s'ils se retrouvent en présence d'êtres humains, quoi. Là, on le voit un peu. Nous, au centre, en fait, évidemment, avec l'asso, quand on va collecter des données, on a des dauphins qui s'approchent, qui nous tournent autour. On va filmer les individus, on va faire des photos de temps en temps, mais on ne va jamais les toucher, bien entendu. Mais on voit que malgré tout, même si nous, ça fait 15 ans qu'on travaille là-dessus, qu'on n'a jamais touché les dauphins, ils continuent quand même à solliciter, à venir super proche pour essayer de solliciter un contact physique, même de notre part, quoi. Donc c'est un petit peu par essai-erreur, quoi. Je vois un être humain, je vais aller voir si ça fonctionne ou pas. Là, je parle, attention, de quelques individus. On a aussi des dauphins qui ne sont pas du tout tolérants, attention, au contact physique, d'où l'aspect de tempérament que j'ai traité dans le cadre de la dernière partie de ma thèse. Des dauphins qui peuvent venir interagir avec les plongeurs, qui peuvent venir jouer. Et quand on voit des plongeurs qui se précipitent dessus pour essayer d'aller les toucher, là, ils vont les éviter, voire ils vont se barrer. Voilà, ça les fait fuir, au contraire. Donc ouais, ça a été intégré dans le répertoire comportemental de ces animaux. Après, on ne peut pas vraiment parler d'apprivoisement, on pourrait peut-être, mais de domestication, non. Parce que la domestication, c'est vraiment quelque chose qui se met en place sur du très très long terme, avec des modifications au niveau génétique, donc on n'en est pas là. Et oui, par contre, effectivement, ça peut changer leur état naturel sur le long terme, surtout chez ces individus qui ont été conditionnés depuis leur plus jeune âge. Alors les raies en Polynésie, c'est encore différent parce qu'ici, ils utilisent des renforcements positifs tactiles avec les dauphins pour les conditionner. Je ne sais pas si tu es allé à Moorea, puisque tu connais la Polynésie, il y a un spot en fait où carrément là, ils nourrissent les raies pastenagues, ce qui est totalement interdit aussi. Mais malheureusement, ça continue à être fait. Et là, les raies sont conditionnées, ont un stimulus alimentaire en fait qui les conditionne. Et oui, alors là, ça peut modifier clairement en fait les habitudes alimentaires de ces animaux. On a des études qui ont été faites sur des poissons, notamment en mer Rouge, et je crois dans d'autres endroits du monde que j'avais lu, où tu as vu une modification du comportement, et puis tu avais aussi des problèmes de santé qui se développaient chez ces animaux. Parce qu'ils ne vont pas du tout manger ce qu'ils auraient l'habitude de manger en fait dans leur environnement naturel. Donc ils peuvent développer des maladies qui normalement ne devraient pas exister en fait chez ces animaux. Il y a l'exemple un petit peu caricatural mais très connu et vrai des Napoléons qui sont nourris aux œufs durs et qui développent du cholestérol en fait et qui finissent par mourir. Donc ça fait partie des dommages collatéraux effectivement. Et pour les raies, à Moorea
et à Bora Bora également, où il y a de l'observation de raies et pastenagues. Il y a un dommage collatéral assez violent qui est lié au fait que les prestataires ne veulent pas que leurs touristes se fassent blesser par les raies, mais en même temps, ils veulent que les raies viennent suffisamment près pour les voir vraiment nez à nez. C'est que les raies pastenagues, elles ont un dard à la base de la queue, qui normalement est un moyen de défense naturel pour elles. Pour éviter des accidents, en fait, ils prennent un tuba, ils l'enfoncent dans le dard et ils arrachent le dard avec le tuba. Donc ça, c'est clairement de la maltraitance animale, quoi. Voilà. Et tu as toujours des choses collatérales comme ça, en fait, malheureusement, qui vont avec l'habituation, voire le conditionnement des animaux sauvages pour que nous, en tant que touristes, on puisse, entre guillemets, mieux les voir. Ça, on n'en parle pas généralement. Il y a pas mal d'articles scientifiques qui ont été publiés là-dessus, sur les primates notamment, des maladies qui se transmettent entre touristes et gorilles ou chimpanzés en Afrique, quand on ne garde pas les distances de sécurité qui sont préconisées par les organismes associatifs ou les experts. Il y a pas mal de cas avec les ours aussi en Amérique du Nord. Alors, c'est pas toujours dans un cadre touristique. Je prends cet exemple des ours parce que je trouve qu'il est quand même assez intéressant, qui vont se rapprocher des campements de touristes pour aller chercher de la nourriture. Et ça se termine, alors je ne sais pas tous les ans combien il y en a, par des personnes en fait qui sont tuées par des grizzlies, quoi, tout simplement. Parce que c'est des animaux sauvages et voilà, c'est pas teddy bear, quoi. Donc, récemment, il y a aussi eu un article, alors là, grand public, qui est passé dans Tahiti Info. Je parle de ça parce que ça concerne la Polynésie. Mon co-directeur de thèse, Eric Lehal, lui, travaille plutôt sur les requins, et notamment sur le shark feeding et les effets du shark feeding. Et là, récemment, il disait que, alors autant à une époque, il publiait beaucoup sur les effets du shark feeding, maintenant il publie beaucoup sur les effets des buzz sur les réseaux sociaux, et notamment des influenceurs, qui vont vouloir en fait se mettre en scène avec des animaux sauvages, et notamment des requins, qui vont pas garder une distance de sécurité correcte avec ces animaux. Et on a une multiplication en fait d'incidences de morsures de requins sur des touristes depuis quelques temps, parce que en fait, les gens font n'importe quoi dans l'eau. Ils sont très intrusifs, ils font sur les animaux, ils essayent de les attraper pour faire des photos, etc. C'est un petit peu ce qu'on voit aussi ici avec les dauphins. Il faut savoir que les dauphins, ils peuvent avoir des comportements agressifs vis-à-vis des plongeurs sous-marins. Je vous ai parlé des comportements intrusifs, type le dauphin va pousser le plongeur, etc. On a aussi des dauphins qui vont charger des plongeurs, claquer des mâchoires, adopter des postures d'intimidation, ce genre de choses. Ça arrive également, ouais. Excepté que nous, en tant qu'êtres humains, souvent, on n'est pas capable de décoder correctement en fait les signaux que ces animaux essaient de nous faire passer, quoi. D'où l'importance de bien les connaître et de bien connaître leur répertoire comportemental. Oui, nous, en fait, on prend des plongeurs sous-marins. Il faut avoir minimum un niveau 1 ou un open water avec une expérience de 15 à 20 plongées en milieu marin parce que les conditions en fait, de plongée ici peuvent être très impressionnantes. On plonge côté océan, on a une espèce de récif assez peu profond, mais ça tombe directement en fait à un tombant externe qui est la zone qu'on fréquente le plus en plongée pour essayer d'observer les dauphins. Et après, on va dans le bleu et là, en fait, on ne voit pas le fond, quoi. Donc ça peut être impressionnant. Il y a ça, plus il y a des courants, il peut y avoir des courants. La mer peut être agitée. L'état de la mer, on peut difficilement anticiper, mais il est vrai que quand même régulièrement, c'est très agité ici. Donc il y a plein de choses qui font que, ouais, on demande à nos gens nos gens, à nos éco-volontaires, pardon, d'avoir une expérience en plongée sous-marine. Alors l'éco-volontariat, comment ça marche? Alors en gros, nous, depuis 2012, on organise entre 3 et 6 sessions de 2 semaines par an, généralement entre le mois de juin et le mois de novembre, sur lesquelles on prend des éco-volontaires. Alors l'éco-volontariat, c'est deux choses. L'éco-volontariat, ça nous sert en fait à avoir des personnes qui nous aident à collecter des données sur le terrain. Ça nous aide aussi à diffuser, à former, à sensibiliser, à diffuser un petit peu les problématiques sur lesquelles on travaille. Et ça nous aide aussi à financer une partie du terrain. Nous, là, on travaille en partenariat avec différents organismes qui sont un peu les médiateurs entre l'association, nous sur place, et les éco-volontaires. Comment ça se passe? Donc, il faut que vous preniez en charge votre logement, vos repas, les plongées sous-marines, sachant qu'il y a quand même un tarif préférentiel pour les plongées sous-marines. Nous, on s'occupe de la formation, on s'occupe d'encadrer en fait tout ce qui est collecte et analyse des données. Et donc vous êtes logé dans une pension locale, en demi-pension. Le midi, vous avez des per diem pour pouvoir soit acheter à manger, faire votre propre cuisine à la pension ou aller manger dans un snack. Et voilà, après les horaires d'éco-volontariat, on n'est pas des bourreaux de travail, hein,
Nous, on a notre protocole à suivre, mais on arrive à être quand même relativement flexible. Généralement, on commence à 8h le matin. Sauf quand on a la plongée qui part à 8h, à ce moment-là, on va donner rendez-vous à nos éco-volontaires à 7h30 au centre. Et on va s'arrêter donc dans la matinée vers 11h30. Après, on va reprendre vers 13h30, 14h et on va s'arrêter vers 16h, 16h30. Comme ça, après, vous avez le temps pour aller. Souvent, c'est des équipes, c'est ça qui est sympa, puisqu'on prend minimum 3 et maximum 5 personnes dans chaque session d'éco-volontariat. Du coup, ça, souvent, quand même, pas tout le temps, mais souvent, ça prend bien entre les membres d'une même équipe. Et après, ça fait plaisir à tout le monde d'avoir un petit temps aussi pour aller profiter du coucher de soleil sur le lagon, d'aller faire un peu de snorkeling, d'aller visiter ci, visiter ça. Sur les 15 jours, il y a 2 jours off au milieu pour que justement les éco-volontaires puissent profiter s'ils veulent faire un tour dans le lagon, ce genre de choses. Là, par contre, pour 2025, on est full, on n'a plus du tout de disponibilité sur l'éco-volontariat. Dans tous les cas, si vous avez des questions, Émilie, elle a le contact de l'asso, donc n'hésitez pas à me solliciter ou à solliciter Émilie. Alors, je ne te demande pas l'autorisation, Émilie, mais j'imagine que ça fait partie de ton quotidien, de toute façon, d'être sollicitée. N'hésitez pas à demander des infos sur la partie recherche, sur la partie sensibilisation, sur la partie éco-volontariat, sur effectivement les meilleures attitudes peut-être à adopter pour essayer de limiter notre impact sur la faune sauvage. Sachant que nous, on n'est pas contre évidemment que les gens se reconnectent avec la nature. Je pense que c'est très important de pouvoir observer ces animaux dans leur milieu. Mais voilà, en essayant quand même de nous comporter comme des invités dans un milieu qui n'est pas le nôtre et pas comme des colons intrusifs qui allons consommer sans nous poser la question en fait de ce que ces autres animaux ont dans la tête, de quel est leur quotidien et de comment eux ils ressentent et ils vivent notre présence permanente auprès d'eux. Merci à vous, à très bientôt peut-être. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un avis et à partager autour de toi. Tu peux retrouver tous les liens utiles dans la description. Pour rappel, retrouve comment aider les associations partenaires sur mon site conservationjourney.org ainsi que toutes les ressources pour t'orienter. Il y a autant de manières de s'engager pour la préservation de la biodiversité qu'il n'y a d'humains, alors j'espère que ce podcast et toutes mes ressources vous aideront à trouver la vôtre. À bientôt dans un nouvel épisode.